Bonjour à tous. Est-ce que, est-ce que je suis visible et audible? Je crains que non. Oui, voilà. Bien. Écoutez, donc, je salue bien sûr le président du comité olympique, mon ami Philippe Manassero, et donc le remercier de son initiative d'introduire dans cette période de confinement eh bien, un peu le souci de l'histoire, de l'histoire du sport. Ça nous permet de revenir un petit peu sur les origines de nos pratiques. Et comme je l'ai fait la semaine dernière à propos de Jean Bouin, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser non pas à un seul personnage, on en verra plusieurs, mais comment une pratique sportive, en l'occurrence le basketball, peut émerger parmi les sports qui existent au début du XXe siècle sur la Côte d'Azur, dans le département des Alpes-Maritimes, et le faire là aussi à travers quelques repères historiques. C'est difficile dans le temps qui nous est imparti de développer une histoire complète. Nous avons essayé de le faire avec Pierre Colomb dans un ouvrage qui devrait être publié par les éditions Giletta au début de l'été, au mois de juin, sur les 100 ans du basket sur la Côte d'Azur, parce que c'est effectivement, on trouve les traces officielles du basket sur la Côte d'Azur depuis 1920. Voilà. Et ça me paraît important, quand on a un regard historique, et bien que ce regard s'appuie sur quelques dates clés, qui sont parfois des ruptures par rapport à une continuité existante, ou qui sont des dates qui marquent une évolution importante. Alors, on va s'intéresser surtout à la période de l'entre-deux-guerres, puisque c'est dans cette période que le basket va commencer à exister, à se développer, et on verra que dans les années qui suivent la libération, eh bien, c'est le moment où il atteint, je dirais, sa plénitude et qu'il peut s'engager dans l'évolution et vers les succès qu'on lui a connus. Et bien sûr, quand on parle de succès, on pense à l'Olympique d'Antibes et puis présentement à l'AS Monaco. Et on verra à travers quelques repères historiques que ces clubs sont parmi les premiers à être présents dans cette histoire. Donc dans l'entre-deux-guerres, trois périodes, trois dates. Et la première, j'ai commencé à l'évoquer, c'est 1920, en tout cas 1920-1921, puisque non seulement le basket apparaît pour la première fois sur la Côte d'Azur, quand je dis pour la première fois, c'est surtout de manière officielle, mais d'une certaine façon, 1920 signe la naissance officielle du basket français, puisqu'il se produit après la Première Guerre mondiale, un événement que l'on avait déjà évoqué à propos de Jean Bouin, c'est que avant la guerre, pour dire les choses rapidement, la plupart des sports sont regroupés dans une seule fédération, qui s'appelle l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, et lorsque la guerre se termine, eh bien, l'aspiration à l'autonomie des différents sports se concrétise et aboutit, à partir des années 1920, à la création successive des fédérations sportives unisport. Parmi les fédérations qui sont créées, il n'y a pas encore celle de basket. Et le basket, en 1920, lorsqu'est créée la Fédération française d'athlétisme, le basket est une composante de la FFA, de la Fédération française d'athlétisme, et c'est une composante, vous voyez, son nom n'est même pas inscrit dans l'intitulé, dans le titre de la fédération.
cette apparition un petit peu tardive, puisque je pense que la plupart de ceux qui nous regardent aujourd'hui savent que le basket a été inventé aux États-Unis par un professeur d'éducation physique, le James Naismith. Son nom est presque passé à la postérité. Donc, début des années 1890, 1891 exactement, il y a un premier match qui se déroule à Paris en 1893, mais dans la période qui précède la guerre, on n'a pas une grande expansion du basket, hormis dans les patronages catholiques. Ça se poursuivra d'ailleurs dans ces patronages catholiques après la guerre de 14, et avec ce paradoxe qu'évoque souvent Gérard Bosc. Gérard Bosc qui est l'auteur d'une assez monumentale histoire du basket français, et qui a l'habitude de dire que le basket a été inventé par un protestant et qu'il s'est développé dans les patronages catholiques lorsqu'il s'est développé en France. Et d'ailleurs, cette origine, on va dire, chrétienne du basket, on la retrouve d'ailleurs dans les premières règles, celles qu'a définies Naismith. Il y a cinq grandes règles qui accompagnent la création du basket par Naismith et qui en même temps définissent un peu la philosophie qu'il veut accorder à ce jeu. La première, c'est le ballon. Il faut qu'il soit sphérique, il faut qu'il soit assez volumineux, et il ne peut être joué qu'avec les mains. La deuxième règle, c'est que les joueurs peuvent se placer là où ils veulent sur le terrain, et puis ils peuvent recevoir le ballon à n'importe quel moment. C'est pas comme au rugby où on a cette ligne qui implique que l'on ne puisse pas franchir, au-delà de laquelle on ne puisse pas faire des passes en avant. La troisième principe, c'est qu'il est interdit de courir avec le ballon. Le quatrième, c'est que le but doit être en hauteur et relativement réduit pour favoriser l'adresse par rapport à la force. Et le cinquième, eh bien sûr, c'est celui qui fait une des spécificités du basket, c'est qu'il ne peut pas y avoir de contact. Et vous voyez qu'à travers cela, le basket se différencie très nettement des autres sports collectifs qui existent à l'époque, et en particulier le football et le rugby. Football et rugby, inventés, si je puis dire, par les Anglais, et alors que le basket, le volleyball, même origine quasiment que le basket, eh bien, sont inventés par un Américain, et avec cette dimension chrétienne que l'on retrouve à travers ces principes, et on voit bien que ces principes définissent une certaine motricité, et notamment une maîtrise corporelle qui n'existe pas dans les autres sports. Le porteur de balle au basket, eh bien, il doit constamment maîtriser ses gestes. Il ne peut pas partir en courant avec le ballon. Le nombre de pas est plus que limité. Donc vous voyez, cette idée de maîtrise, elle est également dans la philosophie du jeu. Et autre élément dans la philosophie du jeu qui n'existe pas dans le football et le rugby, notamment à l'époque, c'est que la moindre faute, ce qu'on appelle les fautes personnelles, elle fait l'objet d'une comptabilisation. Et vous le savez, au bout de 5 fautes, on est éliminé du terrain. Là aussi, même si plus tard le carton jaune, le carton rouge ont été utilisés par les arbitres de football et de rugby, on n'est pas tout à fait dans la même exigence que l'on peut avoir vis-à-vis du basket. Donc je crois vraiment que ces éléments au départ influencent l'évolution du basket et expliquent, même si le paradoxe de Gérard Bosc est toujours bien sûr valable, explique qu'il se soit dans un premier temps surtout développé dans les patronages catholiques. Et vous le savez, les années 1900, eh bien, ce sont les années où il y a cette déchristianisation de l'école, puisque l'Église avait le monopole scolaire, notamment au niveau
de l'école primaire. La loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 donne à l'école laïque, à l'école publique, donc l'apanage de l'éducation des jeunes enfants, ce qui incite les patronages catholiques à se développer de manière à pouvoir continuer d'avoir une influence sur les jeunes générations. Et évidemment, le basket, qui ne nécessite pas un grand terrain, qui peut être relativement facile à installer, eh bien, il va se développer dans les cours des patronages. Et une des raisons, il y a pour moi deux spécificités qui concernent le développement, la naissance et le développement du basket sur la Côte d'Azur, par rapport à d'autres territoires. La première de ces spécificités, c'est que les patronages catholiques sont relativement peu présents sur notre territoire, contrairement à d'autres territoires qui ont été soumis beaucoup plus à l'influence cléricale. Je pense au nord, je pense à l'est, je pense même au Lyonnais. Et donc, peu de patronage. Vous voyez, le plus ancien patronage qui existe sur Nice, par exemple, c'est la Semeuse, 1904. Il n'y a jamais eu véritablement il y a eu du basket, mais avec un développement relativement réduit, en tout cas sans comparaison avec les patronages des autres territoires que j'ai cités. Donc une première spécificité, le basket n'a pas pu se développer en s'appuyant sur le réseau des patronages catholiques. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer, malgré tout, qu'il se soit implanté ? Eh bien, c'est les conséquences de la guerre. Comme d'autres territoires d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, on a un événement décisif dans la conduite de cette guerre, c'est l'intervention américaine. L'armée américaine débarque en 1917, va apporter un soutien considérable, et on parlera d'ailleurs des alliés qui vont gagner la guerre, et accompagne le corps expéditionnaire américain, accompagne un mouvement de jeunesse très important aux États-Unis, dont on connaît l'acronyme, le sigle IMCA, ce sont les Young Men's Christian Association. Donc là aussi, on est dans ce mouvement catholique, et surtout, IMCA va organiser à l'arrière du front les foyers, des foyers franco-américains destinés à, je puis dire, redonner le moral aux troupes lorsqu'ils quittent la ligne de front, lorsqu'ils sont relevés du front. Eh bien, ils trouvent dans ces foyers à la fois des activités culturelles, mais aussi des activités sportives. Et comme ces foyers sont essentiellement animés donc par les Américains de l'IMCA, eh bien, le basket fait partie des sports que l'on pratique dans ces foyers. Et vous voyez bien que comme ces foyers sont à la disposition, accueillent non seulement les soldats américains, mais les soldats alliés, bien ça veut dire qu'un certain nombre de soldats français, de poilus français, vont découvrir le basket à cette occasion. Et lorsqu'ils vont revenir dans leur terre, eh bien, eux aussi, ce seront des agents de diffusion du basket. Avec un élément, à mon avis, important dans notre département, c'est Antibes. À la fin de la guerre, et même pendant la guerre, Antibes est un des lieux de convalescence des soldats américains. Et avant même la fin de la guerre, eh bien, les soldats américains en convalescence à Antibes vont, si évidemment leur état physique le permet, eh bien, vont jouer au basket, vont déjà introduire le spectacle du basket dans les rues d'Antibes. En tout cas, on parle notamment dans ce qui est devenu ensuite l'école Guilmer, etc. Voilà. Donc on a déjà cette première implantation. La deuxième, toujours à Antibes, c'est au Fort Carré. Le Fort Carré devient, à partir de 1920, un centre d'instruction physique. C'est une antenne de l'école de Joinville. Et ce centre d'instruction physique
il est orienté vers le sport. L'école de Joinville a longtemps formé les moniteurs des armées, les a formés à la gymnastique, pas la gymnastique sportive, mais la gymnastique patriotique, celle qui existe depuis le milieu du XVIIIe siècle. Changement d'orientation, les centres d'instruction physique, comme l'école de Joinville, vont faire une place plus grande au sport. Et ces sports vont aussi bénéficier de la présence de militaires américains. Donc on peut penser aussi qu'à Antibes, au Fort-Carré, dans ce centre d'instruction physique, eh bien, ça a été aussi un lieu de diffusion du basket. D'ailleurs, une des premières traces d'un match officiel que l'on a sur notre territoire, c'est lors de l'inauguration du centre d'instruction physique au Fort-Carré, si je me souviens bien, le 8 avril 1920, inauguration en grande pompe avec le président de la République, etc. Donc inauguration des installations sportives. Et, vous connaissez le stade du Fort-Carré, donc le terrain de football, la piste d'athlétisme, et dans les plans de l'époque, 1920, il y a 2 terrains de basket en plein air. Voilà. Et donc on joue, à l'occasion de cette inauguration, on joue au basket. Pour vous donner une idée, il y a en 1919, juste avant juste à la fin on est à quelques 6-7 mois de l'armistice du 11 novembre 1918. En juin de 1919, il y a une grande manifestation sportive qui s'appelle les Jeux interalliés. Ce n'est pas les Jeux olympiques, mais on les appelle quand même les Olympiades militaires. Ils ne sont pas organisés par le CIO, mais ils sont organisés par, certes, la France, mais aussi et surtout les États-Unis. Et l'AMCA est très présent. Dans ces Jeux interalliés, il y a un tournoi de basket avec 3 équipes engagées, l'Italie, la France et les États-Unis. Et le match France-États-Unis se termine sur le score de 93-6 pour les Américains. Vous voyez, donc on est à un moment où les Américains jouent au basket depuis près de 20 ans. La France en est à ses premiers balbutiements. Voilà. Donc je reviens à notre Côte d'Azur, et avec donc ce foyer antibois, ce foyer de l'ouest de la Côte d'Azur. Donc je l'ai dit, 1920, création de la Fédération française d'athlétisme, et le basket en fait partie, et à partir de 1921, les choses s'organisent au niveau national, et avec en particulier la création en 1921 de la Ligue de Côte d'Azur, qui en gros regroupe le département des Alpes-Maritimes avec l'arrondissement de Draguignan. Donc on a un territoire dont on peut dire qu'il représente à peu près le département 06. Donc on est au tout début de la création, donc il y a bien sûr une commission basket qui existe, et ceux qui en sont les présidents, ce sont les premiers joueurs, qui sont aussi les premiers arbitres, qui sont un peu les hommes à tout faire, et grâce à eux, le basket va se développer, et il se développe notamment moins sur la région niçoise que, je le répète, sur l'ouest. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1922 a lieu le premier championnat de Côte d'Azur, c'est un club de Cannes, le Cercle d'éducation physique de Cannes, qui est le premier champion de Côte d'Azur. Il faut bien dire que les clubs, à ce moment-là, se comptent pratiquement sur les doigts d'une seule main. Et ce champion de Côte d'Azur, donc le champion régional, il est qualifié pour le championnat de France qui existe, le premier championnat de France, donc 1921-1922, et le titre régional vaut qualification pour le titre, pour les éliminatoires du titre national, puisque pendant assez longtemps, pendant quasiment toute la période de l'entre-deux-guerres, on aura un championnat de France par élimination directe, c'est-à-dire qualification, premier tour, les champions régionaux, alors c'est 16e ou 8e de finale, puis quart, puis en général jusqu'à la finale. Voilà, donc on a cette première
cette première période qui s'organise, j'ai parlé d'une première spécificité azuréenne en évoquant donc ce développement, non pas à partir des patronages, mais on va dire plutôt à partir d'Antibes et de sa région. Deuxième spécificité de la naissance et du développement du basket sur la Côte d'Azur, c'est que, contrairement aux autres territoires, les basketteurs ne sont pas seulement des athlètes, mais ce sont aussi des nageurs. Les basketteurs azuréens ne sont pas, en 1920, ne sont pas seulement des athlètes, ce sont aussi des nageurs. Vous comprenez bien que la fédération, le basket faisant partie de la fédération d'athlétisme, et ce sont les responsables de l'athlétisme qui dominent, ils considèrent, eux, que le basket est en quelque sorte préparatoire à l'athlétisme. La saison d'athlétisme a lieu pendant l'été, printemps-été, et on considère que le basket est un très bon moyen pour préparer la saison de l'athlétisme. Donc dans les années 20, et on verra que ça durera presque jusqu'au moment où le basket va devenir indépendant, mais dans les années 20, donc c'est cette image qui prédomine. Et d'ailleurs, on pourrait citer parmi les exemples d'athlètes qui sont aussi basketteurs, Gilbert Auvergne. Gilbert Auvergne, un Antibois, 4 fois champion de France du 100 mètres plat, également champion de France du 200 mètres, qui a participé aux Jeux Olympiques de 1928. Donc c'est un athlète qui s'exprime dans la fin des années 1920, avec un record de France à 10 secondes 6. Je rappelle qu'on est entre 1925 et 1930, donc c'est une performance tout à fait remarquable. Et Gilbert Auvergne est aussi un basketteur. Gilbert Auvergne, qui a d'ailleurs donné son nom à un stade d'Antibes. Donc il y a bien sûr parmi les basketteurs un certain nombre d'athlètes, mais spécificité azuréenne, les basketteurs niçois, antibois, sont aussi des nageurs. J'évoquais tout à l'heure le Cercle d'éducation physique de Cannes, qui est donc le premier champion de Côte d'Azur. Eh bien, 1924-1925, c'est le Cercle des nageurs de Nice qui est champion de Côte d'Azur de basket. Et dans cette équipe, eh bien, on a bien sûr des nageurs, et de très bons nageurs. Je pense en particulier à un nageur qui s'appelle Middleton, qui est aussi international de natation. Mais alors, on dit natation et water-polo, ce qui déjà rapproche un petit peu plus les choses. Je rappelle que le Cercle des nageurs de Nice est né en 1912. Vous voyez, les basketteurs sont champions de Côte d'Azur 1924-1925, et que bien sûr, à l'époque, il n'y a pas de piscine. Les nageurs s'entraînent dans le bassin du Port Olympia, donc on peut penser que, effectivement, l'hiver, la pratique du basket est complémentaire et, en tout cas, convient bien à leur préparation globale. Le Cercle des nageurs de Nice n'est pas le seul club qui est un club de nageurs. Va ensuite apparaître la société des amateurs de natation de Nice, la SAN, créée en 1924, qui va dominer le basket azuréen dans les années 1930. Et vous voyez, là encore, ce sont des nageurs, ce sont des poloistes, et on les retrouve d'ailleurs quand on consulte la presse de l'époque. Eh bien, on voit que les mêmes noms sont tantôt dans des épreuves de natation ou de water-polo, et tantôt aussi sur le basket. Troisième exemple, non plus seulement à Nice, mais à Antibes. En 1933, les frères Gaillard, dont Jean Gaillard, dont on reparlera tout à l'heure, créent le Racing Club d'Antibes-Juan-les-Pins. Et là encore, au début, c'est football et natation, et puis très vite, ça va être basket et natation. Et on a là aussi des garçons et des filles qui, l'été, pratiquent la natation,
Et l'hiver joue au basket. Et on verra qu'à l'instar de la SAN, eh bien le Racing Club d'Antibes se taillera aussi un palmarès important en matière de basket avant de faire fusion avec l'autre club d'Antibes, l'Olympique d'Antibes, Antibes Olympique, pour créer en 1943 l'Olympique d'Antibes, Juan Lépin, dont on connaît le palmarès assez riche. Donc voilà, ces années 1920-1921, le basket prend naissance sur le territoire national, avec évidemment aussi une présence sur la Côte d'Azur, une présence qui, par rapport aux autres régions, est moins liée au patronage et qui, en plus, prend une certaine distance vis-à-vis de l'athlétisme, puisque un certain nombre de clubs sont aussi des clubs de natation. On en vient à une deuxième date. Alors, disons au passage, parce que j'évoquais tout à l'heure la manière, le nombre de clubs relativement restreint au début, mais on est dans les temps héroïques du basket. Évidemment, il n'y a pas de salle. Le basket est un sport de plein air. D'ailleurs, un autre paradoxe, puisque on avait demandé à Naismith d'inventer un sport qui soit un sport que l'on pratique l'hiver en salle, pour pallier l'ennui, le désœuvrement des étudiants qui étaient surtout, dont le regard était surtout tourné vers les sports d'été. Donc, paradoxe français, enfin, rassemblement européen, le basket est un sport de plein air, et on joue, quelles que soient les conditions, sur des terrains qui sont le plus souvent des terrains en terre battue, où on vient tracer les lignes avant le début du match, où on joue parfois sous la pluie, dans le vent, avec des ballons en cuir mais qui pèsent extrêmement lourd. Voilà, il faut se mettre un peu en phase avec les conditions de jeu de l'époque. Bon, dont on est d'ailleurs peut-être, ceux de ma génération en tout cas, qui ne sont pas très éloignés de celles que l'on a connues, puisque on est, je crois, un certain nombre à avoir commencé à jouer sur des terrains en plein air. Cela dit, avec des conditions qui étaient quand même améliorées par rapport à celles des années 20. On avait quand même on n'avait pas des terrains qui étaient bosselés, et puis qui étaient, lorsqu'il y avait des orages ou des pluies, qui étaient boueux, etc. Voilà. Donc on joue sur ce que j'appelle les temps héroïques de l'époque. Voilà. Donc on a le basket fait son développement pendant ces années 20, et la deuxième date que je voudrais retenir, c'est 1932. 1932, c'est une date importante parce que c'est l'année où le basket devient indépendant. Les basketteurs des années 20 ne pouvaient pas se satisfaire éternellement de ce statut un petit peu, de sport préparatoire. C'est-à-dire que eux-mêmes, il y avait tout un mouvement au sein de cette fédération d'athlétisme porté par les basketteurs, et devant le succès, puisqu'on a un développement quantitatif important, devant donc le succès dont bénéficie le basket, eh bien, il y a une revendication à l'autonomie, et elle finit par être acceptée. Autrement dit, la séparation FFA et puis ce qui va devenir la FFBB, finit par être acceptée avec une année intermédiaire en 1929, la Fédération française d'athlétisme ajoute le basketball à son sigle. Elle s'appelle Fédération française d'athlétisme et de basketball. Mais ça ne suffit pas, et donc 1932, la Fédération française de basket est créée. Elle adhérera ensuite à la FIBA, la Fédération internationale, qui elle-même a été créée en 1934.
Voilà, donc on a cette date importante dans l'histoire de ce sport. Mais dans notre département, 1932, c'est une date aussi importante parce qu'il y a un personnage quasiment de légende qui arrive à Nice, c'est Robert Busnel. Bon, je pense que le nom est connu par beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, hein. Mais on ne sait pas toujours qu'une partie de la carrière de joueur de Robert Busnel s'est déroulée en Côte d'Azur et dans le département des Alpes-Maritimes. C'est aussi un enfant du pays, si je puis dire. Il est né en 1914 à Toulon, je dirais presque au hasard, c'est-à-dire en fonction des mutations de son père qui était militaire. C'est un grand voyageur, Busnel, donc il n'est pas resté à Toulon. Et lorsqu'il arrive à Nice en 1932, donc vous voyez, il est assez jeune, il a 18 ans. Il est élève de l'école hôtelière et il vient de Mulhouse, où il a déjà été champion de France avec l'équipe, puisque l'Est, dans ces années-là, a dominé le basket français, avec d'ailleurs un entraîneur, André Tondeur, qui est un peu le père spirituel de Busnel. Donc Busnel arrive à Nice et signe une licence à cette fameuse SAN, la fameuse Société amicale de natation de Nice. Et avec l'arrivée de Busnel, parce que c'est déjà un excellent joueur, eh bien, la SAN va non seulement gravir les échelons, mais va atteindre le top 10 français. Il faut dire que dans la saison qui a précédé la création de la Fédération française de basket, le championnat de France de basket a évolué. Il n'y a plus une seule division, si je puis dire, mais deux. On a créé le championnat honneur et le championnat excellence. Ça veut dire que le nombre de clubs, la densité de clubs a augmenté et on éprouve le besoin de faire une hiérarchie de niveaux. Donc le premier niveau, la première entrée dans le championnat de France, c'est le championnat honneur, qui n'est plus limité maintenant aux seuls champions de région, où on peut s'inscrire à ce championnat même si on n'est pas champion régional. Et puis le championnat excellence, où là, c'est l'élite. Ce sont en général les 20 meilleurs clubs français. Donc grâce à Robert Busnel, eh bien, le basket niçois va intégrer le championnat excellence. Donc un club de Nice, un club du département va faire partie des meilleurs clubs français. Et il n'est d'ailleurs pas le seul. Si on élargit le 06 à l'est du département du Var, on a aussi, cette année-là, en 1932-33, on a aussi Saint-Raphaël qui bénéficie du recrutement d'un autre international français, enfin un futur international français qui s'appelle Étienne Onimus. Donc pendant les 2 saisons au cours desquelles Busnel est présent, eh bien, donc l'équipe de la SAN va franchir les échelons et donc se trouver, arriver en quart de finale, parfois une fois même en demi-finale, de ce championnat excellence. Enfin, en tout cas, elle fait partie des 5 ou 6 meilleures équipes de France. Et Busnel, certes, est l'élément phare de cette équipe, mais il y a à côté de lui deux joueurs niçois, Petrini, dont les plus anciens retiennent le nom, et Paul Calmet. Et Paul Calmet donc, joue à ce moment-là donc, avec Busnel à la SAN, et entre eux, c'est le début d'une amitié qui va durer assez longtemps, et on suivra un petit peu Paul Calmet, pour dire les choses un peu rapidement. C'est le papa de Maggie Calmet, donc, qui a été internationale et qui a été aussi et surtout une animatrice du basket niçois. Et c'est le grand-père de Jean-Daniel Malatesta, lui aussi ancien basketteur, et qui présentement
essaie de remonter le basket niçois, notamment avec la coopération territoriale. Voilà, donc vous voyez, on commence déjà à établir quelques filiations. Donc on est là au niveau des années donc 32, 33, 33, 34. C'est la dernière saison, 1933-34, où Busnel joue à Nice. Et vous voyez, ses qualités sont reconnues, puisque en 1934, c'est sa première sélection en équipe de France. Il fait partie de l'équipe de France qui joue contre le Portugal. Donc c'est sous les couleurs niçoises. Et en quelque sorte, il est le premier basketteur niçois à avoir été sélectionné en équipe de France. Donc c'est sous les couleurs niçoises que Robert Busnel a connu sa première sélection. On en parlera encore après. On ne suivra pas toute sa vie, qui est un véritable roman, puisque vous savez qu'il sera entraîneur de l'équipe de France, puis directeur technique national, puis président de la fédération, puis président de la fédération internationale, pour les titres les plus glorieux, et à côté avec un certain nombre d'engagements, d'équipes entraînées, enfin bref, un personnage de roman, comme je le disais. 1932, c'est aussi une date importante pour le basket féminin. Basket féminin, il se met en place assez rapidement. Le premier match officiel que l'on retient a lieu en avril 1925. C'est d'ailleurs l'équipe féminine de la SAN. Vous voyez, donc on aura dans les clubs, on est en général sur des clubs mixtes. Donc 1925, premier match. 1926, première édition du championnat de Côte d'Azur. Donc il y a un premier championnat, une première équipe championne de Côte d'Azur féminin. Mais on n'est pas ni à la FFA, ni à la FFBB. À ce moment-là, le sport féminin est encore géré par la Fédération féminine sportive de France. L'origine du sport féminin, elle est distincte du sport masculin. Vous savez que, je crois qu'on l'avait évoqué aussi la semaine dernière, mais les responsables du sport de l'époque, enfin en tout cas le climat culturel de l'époque, considéraient qu'un certain nombre de sports, la plupart, eh bien, n'étaient pas appropriés aux éléments féminins. Certains même pensaient qu'il y avait une forme d'indécence à ce que les femmes montrent leurs jambes pour aller courir, donc se mettent en valeur à travers cela, etc. Et c'est celle qui a impulsé la libération de la femme, si je puis dire, à travers le sport, c'est Alice Millat. J'ai prévu d'ailleurs, je le dirai à la fin, d'en parler la semaine prochaine. Donc c'est Alice Millat qui a développé le sport féminin, d'abord au niveau des clubs, et puis ensuite c'est elle qui est présidente de cette fameuse Fédération féminine sportive de France, et elle sera aussi présidente de la Fédération internationale. Donc à l'époque, et d'ailleurs quand on consulte la presse de l'époque, les résultats sportifs du lundi, à la rubrique basket, il y a les résultats des matchs masculins, et pour connaître les résultats des matchs féminins, il faut aller à la rubrique sport féminin. On est bien dans deux mondes qui certes coexistent, mais qui ont leur propre organisation. Et l'intégration du basket féminin à la FFBB n'interviendra qu'en 1936. Donc jusqu'à 1936, on est sur une organisation qui est donc autonome par rapport au masculin. Il n'empêche que le basket féminin est à la pointe sur notre territoire, notamment à partir de grands événements sportifs. Grâce notamment à la Fédération féminine sportive de France, est organisé en 1930, en avril 1930, un grand match, France-Italie, un match féminin,
Et le vainqueur de ce match est qualificatif pour une grande compétition internationale, organisée d'ailleurs à l'initiative d'Alice Pilla, qui sont les Jeux mondiaux féminins. Les Jeux mondiaux féminins qui, en 1930, ont lieu à Prague, et le match France-Italie qui se déroule à Nice est qualificatif pour ce grand rendez-vous international. Et donc, vous voyez la portée de l'événement. Et d'ailleurs, ce match a lieu dans non pas dans un stade, non pas sur des terrains habituels qu'utilisent les basketteurs, mais là où on peut accueillir le plus de monde, il a lieu dans la cour de ce qui est à l'époque le lycée de garçons et qui est aujourd'hui le lycée Masséna. Et on met les spectateurs autour du terrain que l'on a tracé dans la cour de l'école et aussi sur les galeries qui entourent le terrain. Oui. Et ce match a un certain retentissement. Il est suivi 4 ans plus tard par un autre match amical, celui-là, entre une sélection d'Alsace et une sélection de la Côte d'Azur. Et la presse participe à l'organisation, la ville de Nice aussi, et ça a un effet propagande. C'est-à-dire que si le basket se développe pendant toutes ces années, 1920-1930, c'est aussi parce qu'à côté des matchs officiels, des matchs de championnat, eh bien, il y a beaucoup de matchs amicaux, de tournois, d'événements qui sont montés et qui ont pour but, évidemment, de faire connaître le basket et d'amener des spectateurs, d'amener des amateurs, enfin, de créer un public pour le basket. Voilà, donc on a, vous voyez, quelques événements et quelques dates phares au cours de cette période, donc 1932-1933. Elle se termine, pour toujours rester sur le basket féminin, 1933 par exemple, c'est un premier titre de champion de France pour la Côte d'Azur, et pour Nice en particulier, puisque là aussi, au sein de la fédération féminine, on a un championnat excellence, un championnat honneur. Eh bien, la finale du championnat honneur féminine a lieu à Nice. Pourquoi ? Parce qu'elle oppose 2 équipes niçoises, les Mouettes de Nice et Nice Sport, qui deviendra, après la guerre, le Cavigal Nice Sport, puisqu'il y aura une fusion entre Nice Sport et le club et le Cavigal nouvellement créé. Là encore, l'histoire va nous amener à suivre encore le parcours des filles de Nice Sport. On est en 1933, on va aller vers la fin des années 30 et aller vers une dernière date de cette période de l'entre-deux-guerres qui est 1939. Et je dirais que 1939, c'est l'apothéose du basket, l'apothéose pour cette période. Et vous voyez, j'avais intitulé ce petit exposé « Naissance et développement ». On a parlé de la naissance. On est en plein développement et ce développement atteint un premier sommet en 1939. Alors, il y a plusieurs éléments qui participent de ce sommet. Et le premier, eh bien, c'est le retour de Robert Busnel. Busnel, comme je l'ai dit, grand voyageur. Donc, il a quitté Nice en 1934 pour Marseille, parce que Marseille a une équipe qui est montée par le Crédit Lyonnais. Donc, vous voyez déjà les premiers liens qui peuvent exister entre le sport et le business. Et puis, il est reparti après. Il est reparti à Mulhouse. Et il est d'ailleurs revenu à Nice, mais pas sous les couleurs niçoises, sous les couleurs du club de Mulhouse, puisqu'ils affrontaient dans le championnat de France Excellence, ils affrontent la SAN. Et finalement, il revient sur la Côte d'Azur en 1938, mais pas à Nice. Il revient à Cannes. On a parlé de Cannes au début, j'ai dit 1922, Cannes, premier champion de Côte d'Azur. Et le basket cannois a toujours continué à exister,
à être à un assez haut niveau. On peut dire qu'après la SAN, c'est le meilleur club du département. Mais c'est plus le cercle d'éducation physique, c'est l'AS Cannes. Donc l'AS Cannes, club aussi qui existe toujours, moins en basket, mais sous la forme omnisport et notamment au volleyball. Donc Busnel revient pour jouer à Cannes et bien sûr va amener là encore l'équipe de Cannes au plus haut niveau du championnat excellence. Ils seront quart de finalistes. Ils s'inclineront devant le futur champion de France. Et Busnel revient à Cannes, il joue en excellence, il se met en évidence. Eh bien, ce sera la suite de ses carrières internationales qui avait été interrompue, comme si les couleurs de la Côte d'Azur, qu'elles soient niçoises ou cannoises, eh bien, en quelque sorte, lui donnaient un éclat, un élan supplémentaire. Donc Busnel retrouve l'équipe de France à la faveur de sa période cannoise, qui, elle encore, ne dure que 2 saisons. 1939, Busnel quitte la Côte d'Azur. Mais avec, donc pour notre région, de nouveau, un club qui fait partie des 10 meilleurs clubs français. La SAN, qui n'a pas pu se maintenir en excellence, donc qui est redescendu en championnat honneur, mais qui va, malgré tout, avoir un brillant parcours en championnat honneur, puisqu'elle est finaliste du championnat de France honneur en 1939, contre le Racing Club de France, donc évidemment hyper favori, qui va remporter cette finale, et Racing Club de France qui aura accepté de jouer cette finale à Nice. Ça se joue place Arson. La SAN a un terrain qui s'appelle le terrain Baudouin, et qui était, parce qu'évidemment il n'existe plus maintenant, mais qui était rue Hôtel des Postes. Donc on était en plein cœur de Nice, mais lorsqu'il y avait des matchs importants, que ce soit en l'occurrence là des matchs officiels ou des matchs de propagande, eh bien était utilisé aussi la place Arson, et le terrain s'appelait le terrain Jules Michel, et d'ailleurs parfois, et c'est là où ont eu lieu les premiers matchs en nocturne. Donc 1939, c'est Cannes au plus haut niveau, c'est Nice, la SAN, finaliste du championnat de France honneur, c'est le Racing Club d'Antibes-Juan-les-Pins, dont on a parlé à ses débuts avec Jean Gaillard, avec Nano Gaillard. Eh bien, 1939, saison 1938-1939, a lieu la première, on pourrait dire, Coupe de France junior. Elle s'appelle Coupe Saint-Raphaël Quinquina, du nom de l'apéritif bien connu. Eh bien, les juniors niçois arrivent à la surprise générale, parce que les clubs qui dominent le basket masculin disparaissent au fur et à mesure des tours éliminatoires, et les Antibois jouent en finale et perdent malheureusement la finale contre les Rennais, une finale qui se joue au stade Pierre de Coubertin, puisque on commence, pas en Côte d'Azur, mais on commence dans les régions qui sont plus basket à jouer en salle. Donc, Cannes en excellence, la SAN en finale du championnat honneur, le Racing d'Antibes de Jean Gaillard en finale nationale des juniors, et les filles de Nice Sport championnes de France. Et championnes de France, excellence, c'est-à-dire le plus haut niveau. Et je crois qu'on peut considérer que 1939, c'est vraiment le premier titre de championne de France pour le basket azurien. Et vous voyez qui est porté donc par les demoiselles de Nice, les demoiselles, mais qui sont emmenées par une dame qui s'appelle Madame Van den Bulck, et je devrais dire plutôt par un couple, parce que Simone Van den Bulck est la joueuse la plus efficace, enfin, en tout cas celle qui marque le plus de points, et son mari est le manager de l'équipe, Fernand Van den Bulck, et il se trouve que le nom est bien connu, puisque leur fils, Jackie Van den Bulck, sera un joueur
des années 60, hein, Gaviga, la SPTT, et sera surtout le président de la section féminine du NUC, du Nice Université Club, et aussi le président du comité départemental des Alpes-Maritimes de basket. Vous voyez, on a des filiations, hein, comme j'évoquais tout à l'heure, qui s'établissent. Donc les filles de Nice Sport, c'est un peu l'aboutissement d'un parcours, puisqu'elles étaient déjà parvenues en demi-finale, puis en finale du championnat Excellence, quelques années auparavant, en 1934-1935. Et là, elles l'emportent contre l'équipe qui avait dominé les précédentes éditions, l'équipe de Saint-Maur, des Lines de Saint-Maur, avec notamment une des joueuses françaises les plus emblématiques de cette période, qui s'appelle Lucienne Velu. Lucienne Velu ne participe pas à la finale. Les mauvaises langues diront que c'est pour ça que les Niçoises ont gagné. Elles démontreront plus tard que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. En tout cas, elles l'emportent sur un score qui montre bien. Alors, elle ne se joue pas au stade Pierre de Coubertin, ça se joue en extérieur à Grenoble. Elle gagne sur un score de 20-18. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la marque, du score des Jeux interalliés 93-6, mais d'une manière générale, compte tenu des conditions de jeu, compte tenu de ce qu'est aussi la technique de l'époque, on a des scores qui en général sont plus proches à ce moment-là des scores que l'on connaît par exemple dans le handball que ceux que l'on connaît aujourd'hui au niveau du basket. Hein. Donc ça ne dépasse pas parfois les 20 points par équipe. Donc 1939, hein, j'insiste, on est vraiment sur l'année, et on peut imaginer que si la guerre n'était pas intervenue, peut-être que ça aurait permis encore plus de développement. Juste un point avant d'évoquer, mais plus brièvement, les années qui suivent, pour dire que, si on prend donc les statistiques fédérales de 1939, donc on est juste avant la guerre, donc on peut véritablement là apprécier un développement. Mais le basket azuréen est loin d'être de ne pas compter au niveau fédéral. La composition, la géographie de la Ligue a un petit peu changé. Elle a perdu l'arrondissement de Draguignan, donc c'est le département des Alpes-Maritimes, plus les Basses-Alpes, qui sont actuellement les Alpes de Haute-Provence. Donc, vous voyez, eh bien, en 1939, il y a 39 sociétés, 39 clubs dans cette ligue, ce qui représente la 13e position au plan national. Quand on sait que, je vous l'ai dit, au départ, par rapport donc à des pays, à des régions, comme le Lyonnais, le Nord, la région parisienne, vous voyez, on pourrait dire que la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, ont fait leur trou, hein, et existent au plan basket. Donc 39 clubs, plus de 800 licenciés, hein, et parmi eux, 4 clubs qui ont plus de 50 licenciés. La SAN, 14e club français, 72 licenciés. On a environ 52 garçons, 20 filles, hein, je vous dis ça de mémoire. L'AS Monaco, créé en 1924, donc vous voyez qu'il existe toujours maintenant, qui est le deuxième club, avec 58 licenciés, 31e au plan national. L'Espérance de Nice. L'Espérance de Nice est aussi un des plus anciens clubs. Au départ, c'est une société de gymnastique qui intègre le basket. Et c'est un des clubs, parce que la SAN perdra pied après la libération. L'Espérance continuera un peu après, jusqu'après les années 1950. Et puis, donc l'Espérance a 56 licenciés, pour le coup, là uniquement des garçons. Et enfin, Nice Sport,
clubs mixtes. Hein, il n'y a pas que les filles à Nice Sport, aussi les garçons. 51 licenciés. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on est quand même assez... je crois qu'il faut rendre hommage à tous ceux qui ont tenu les rênes, hein, de développement du basket, parce qu'ils ont réussi. Et là encore, quand on lit la presse, on voit qu'une poignée d'hommes. J'ai parlé de Paul Calmet, mais il y aurait aussi André Di Stefano, qui était le président de la SAN, Marcel Bellé, sur lequel on reviendra. Voilà, donc je crois qu'il faut leur rendre hommage parce que c'est leur énergie, c'est leur implication qui ont aussi permis ce développement et surtout permis d'attirer, hein, parce qu'à l'époque, le football est déjà le sport numéro un. Et puis, je pense qu'il faut aussi tirer un coup de chapeau à la municipalité niçoise de Jean Médecin, hein, qui a été, parmi tous les événements, les quelques événements que j'ai évoqués, Jean Médecin honore de sa présence, hein, c'est le maire Jean Médecin, honore de sa présence donc ces événements, et surtout aura permis pendant son mandat, au début de son mandat, il n'y a que 2 terrains de basket, il y en a plus de 10 à la fin de son mandat. Donc, voilà. Autre élément qui permet de mesurer l'audience d'un sport. Et cette audience, on sait aussi qu'elle est liée à la personnalité, j'aurais presque dire à l'honorabilité et aux valeurs que portent ceux qui en sont ceux qui le personnalisent. Voilà. Effectivement, Philippe me dit que maintenant c'est Cannes Basket Olympique, effectivement, hein, mais on sait qu'après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, le basket cannois a un petit peu, je dirais, pour être, c'est un euphémisme, était un petit peu moins au niveau, moins au plus haut niveau. Voilà, on espère qu'il va bien sûr reprendre en importance. Quelques mots pour terminer sur la période qui suit. On pourrait dire que le développement se poursuit malgré la guerre, qui est une période particulière, même si là aussi les responsables du sport ont essayé de faire vivre le sport pendant les années d'occupation, mais avec la ligne de démarcation, avec la zone occupée, la zone libre, puis ensuite l'ensemble du territoire occupé, etc. Mais on a quand même quelques éléments à souligner, et en particulier le bon parcours d'Antibes, qui est battu en finale de la zone sud, hein, c'est-à-dire l'ancienne zone libre, et qui est encore battu par Busnel d'ailleurs, qui cette fois-ci joue avec Grenoble. Hein, l'équipe de Grenoble, c'est une grosse artillerie. Il y a Busnel, il y a Fabricant qui est d'ailleurs né à Nice, hein, qui est un russe blanc, comme on dit, hein, qui a fui la Russie après 1917, enfin, dont les parents ont fui la Russie après 1917, et Fabricant, donc, qui est joueur de basket, il est né à Nice, mais il joue à Grenoble à ce moment-là. Et évidemment, c'est une grosse écurie, et les Antibois sont battus, et le bon niveau du basket d'Antibes, à ce moment-là, c'est lié aussi à la présence à Antibes, au Fort Carré, du Collège national des moniteurs et athlètes, hein, qui va rester une paire d'années, et donc on forme les moniteurs d'éducation physique, et différents bons éléments régionaux sont regroupés, en particulier en basket, puisque Justice Pecker, qui sera un des futurs entraîneurs d'Antibes, et qui est à ce moment-là international, en fait partie, de même que Henri Hell, qui est aussi un international émérate. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de rapport avec Michel Rath. Et en plus, c'est Tondeur, hein, le fameux Tondeur dont j'ai évoqué le lien avec Busnel, qui est le responsable de la formation, notamment des basketteurs à Antibes. Voilà. Mais la date importante de cette période de l'occupation, c'est pour ça que je voulais quand même parler de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que 1943, deuxième titre de champion de France pour Nice Sport. Et c'est de nouveau face aux Parisiennes, hein, donc
Linetz Saint-Maur, et cette fois-ci avec Lucienne Velu. Et en plus, ça se passe à Coubertin. Voilà, donc la boucle est bouclée, si je puis dire, et je crois que là aussi, un hommage est important à rendre à cette équipe, donc à deux reprises championne de France. Très vite encore, parce que je ne voudrais pas abuser du temps, mais on a ensuite, à la Libération, et pour moi, alors j'ai parlé d'apothéose en 1939, donc je vais manquer d'éléments pour évoquer les années d'immédiate après-guerre, mais on peut dire que de 1945 à 1951, Nice va être un des points les plus... enfin, il va incarner le basket français. Pourquoi ? Parce que chaque fin d'année, à partir de 1945, va être organisé un tournoi à Nice, et sur la place Masséna. Donc on installe un plancher sur la place Masséna, et vous voyez l'effervescence que peut procurer donc un tournoi qui est d'abord, les premières années, qui est d'abord un tournoi national, mais avec les meilleures équipes françaises, puis un tournoi international avec un grand nombre d'équipes étrangères de très haut niveau, puis un tournoi international avec des équipes nationales, et pour finir, un tournoi international avec les équipes féminines. Et là, trois hommes dont il faut aussi citer le nom. Donc Marcel Bellé, qui à l'époque est engagé dans le monde du basket, mais qui est aussi secrétaire général de la ville de Nice. On a également Jean-Pierre Olivetti, qui sera le futur président Pierre Olivetti, qui sera le futur président de la Ligue de Côte d'Azur, et Paul Calmet. Et Paul Calmet, donc, qui, vous voyez, la filiation, enfin, le début de filiation se poursuit. Donc, Paul Calmet, qui va être le grand ordonnateur de ce tournoi, et qui va devenir une personnalité phare, non seulement du basket azuréen, mais aussi du basket français, parce que cette amitié qui s'était constituée avec Robert Busnel, eh bien, elle va suivre les premières années pendant lesquelles Busnel sera le directeur technique national, et Paul Calmet fera partie du comité directeur de la Fédération française de basket, sera aussi un accompagnateur de l'équipe de France, les championnats d'Europe, championnats du monde, tout en étant arbitre fédéral. Et puis, ça nous rapproche un petit peu de la période que l'on vit. Et il sera aussi le journaliste apprécié par sa connaissance du basket et par la qualité des comptes rendus des matchs de basket, à l'époque où dans Nice Matin, on avait 2 pages de basket deux pages consacrées au basket. Donc ce trio va réussir quelque chose qui va être apprécié, plus qu'apprécié. Ça va devenir un phare pour le basket français, puisque le tournoi de Nice, vu la qualité des équipes qui vont y participer, eh bien, sera vraiment reconnu comme un événement incontournable. Bon, par exemple, une année, je crois que c'est 1948, le tournoi de Nice est qualificatif pour et donc ça veut dire qu'il y a le label de la FIBA. Ça veut dire que ce tournoi de Nice va désigner 2 équipes qui vont pouvoir participer au championnat du monde de Buenos Aires. La finale, rendez compte, la finale Place Masséna, Espagne-Italie, et avec dans les rangs italiens la vedette de l'époque qui s'appelle Stefanini. Voilà, je pense qu'on peut difficilement imaginer quelque chose qui soit aussi attrayant, en tout cas pour les amateurs de basket. Et cette dimension-là, elle sera vraiment soulignée par l'ensemble, pas seulement des amateurs de basket, mais et pas seulement des Niçois ou des Azuréens, mais au plus haut niveau de la fédération. Un mot aussi, je parlais tout à l'heure des internationaux. Donc Busnel a été le premier.
hommage à deux filles, hein, à deux demoiselles, hein, même si l'une est mariée, mais Simone Delair Van den Bulck sera sélectionnée en équipe de France, et Maggie Calmé, la fille de Paul, dont j'ai déjà parlé, sera aussi sélectionnée. D'ailleurs, lors de la dernière édition du tournoi de Nice, qui sera un tournoi féminin, et elle comptera d'ailleurs au total 6 sélections. Autre sélectionné, on a peu parlé de Monaco parce que l'AS Monaco va se développer au plus haut niveau à la fin de la guerre. L'AS Monaco participera au premier championnat de national. Avant la guerre, il y avait donc excellence et honneur. Eh bien, en 1949, on crée la division nationale, c'est-à-dire qu'on a un championnat avec une division nationale, un championnat excellence, un championnat honneur. Et lors de la première édition du championnat de national, l'AS Monaco est finaliste et donc termine vice-championne de France du premier championnat de France de national. Il y a des noms importants là qui comptent, hein, et en particulier Perniceni, qui n'est pas un monégasque, mais qui était venu à l'occasion d'une mutation, qui repartira après. Mais dans l'équipe de Monaco figure Albos, hein, qui était surnommé le cardinal parce qu'il jouait avec un chapeau, un bonnet rouge, et surtout Yvan Quenin, qui a fait partie de l'équipe de France de basket, qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, hein, avec Robert Busnel sur le banc, et qui est finalement la première équipe de sport collectif français à être la première équipe française, de sport collectif à être médaillée olympique. Et vous voyez, presque 50 ans, enfin même plus d'un demi-siècle avant la deuxième médaille que les Français recevront à Sydney en 2000, là encore avec un autre Azuréen, en l'occurrence le Niçois Laurent Ciara, puis d'une certaine manière aussi l'Antibois Yann Bonato. Et parlant de Bonato, on ne peut pas terminer sans évoquer Antibes, parce que ces années 45-50, c'est bien sûr le tournoi de Nice, mais c'est l'épopée des Antibois. On pourrait dire qu'elle commence avec les années 45, 1947, l'équipe d'Antibes, donc qui est maintenant l'Olympique d'Antibes-Juan-les-Pins, et qui est toujours entraîné par Nano Gaillard. Donc Antibes est champion de France junior, et là quelques noms, celui de Jean-Pierre Salignon, celui de Paul Kelidjan et celui de Révelli, hein, qui sont l'équipe d'Antibes est la même équipe junior, mais sans Salignon, puisqu'il est passé dans la catégorie des seniors en 1948, n'est que finaliste. Et finalement, 1949, c'est de nouveau Antibes qui est champion de France, junior. Et 2 ans plus tard, cette même génération donc de joueurs antibois, eh bien, obtient le premier titre de champion de France pour des masculins. 1951, Antibes est champion de France d'excellence. Et vous voyez, il faudra attendre un peu moins de 20 ans pour que l'Olympique d'Antibes soit de nouveau championne de France. Voilà, Non, alors Philippe, c'est bien Révelli, c'est Révelli avec un Y. Voilà, Roligny, c'est un petit peu plus tard, et Révelli est un joueur qui a joué aussi, qui a joué à Antibes et qui a joué à Monaco. Voilà, Marcel Bellé, c'est vrai, était aussi président du CTBB.
Et effectivement, je pense que le tournoi... alors, il y a eu des tournois qui ont eu lieu avant le tournoi de Nice. C'est-à-dire que le tournoi de Nice a pris une ampleur considérable compte tenu du nombre enfin, et de la qualité aussi de l'affiche. Donc des tournois existaient auparavant et composaient tout ce que j'ai dit et qui ont servi la propagande du basket. Mais je dirais que le tournoi de Nice a aussi donné une impulsion aux autres tournois. Pratiquement dans les mêmes années que le tournoi de Nice, il y a aussi le tournoi à Monaco. Puis il y aura ensuite, je parle de grands rendez-vous internationaux, le tournoi d'Antibes, bien sûr. Oui, donc je pense que l'événement que ça a constitué, et qui plus est, avec l'écrin que constituait la place Masséna, quand on voit ce que représente la place Masséna pour les Niçois, donc avoir eu l'audace, si je puis dire, et puis grâce à la complicité de Marcel Bellé et de la mairie, d'avoir eu l'audace de créer ce tournoi, d'avoir eu aussi l'énergie pour l'organiser, parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais transformer la place Masséna en terrain de basket avec l'accueil des spectateurs, etc. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier tournoi qui n'a pas eu lieu sur la place Masséna, mais sur l'esplanade des Paillons, qui est maintenant l'esplanade de l'âtre de Tassigny. Bon, pour accueillir encore plus de monde, démontre le succès de cette initiative, à laquelle, me semble-t-il, on pourrait repenser. Je crois que c'est intéressant d'amener aussi le sport au plus près des citoyens, et pas seulement dans les lieux spécifiques. On me questionne sur Florence Matichard. Malheureusement, j'ai pas la réponse, donc je suis preneur d'éléments. Bon, tout ça, évidemment, sur cette période, c'est difficile d'avoir des archives. Donc, l'essentiel du travail, c'était un travail en consultation, enfin, sur la presse en particulier. Les journaux niçois, et puis l'ouvrage de Gérard Bosc, même si il ne traite pas de la spécificité niçoise, il permet justement de mettre en évidence des spécificités qui restent celles de Nice. Voilà. Alors, si ces choses-là vous intéressent, et si vous voulez avoir, bien sûr, des éléments plus détaillés, je vous renvoie à l'ouvrage que l'on a écrit avec Pierre Collomb, que l'on ne présente pas, qui a joué Antibes à Golfe-Juan, et puis qui surtout a été président de la Ligue, et puis longtemps vice-président de la Fédération de basket. Voilà, donc on a ensemble consacré ce travail à 100 ans de basket sur la Côte d'Azur, et faire le lien entre 1920 et 2020. On aurait bien aimé que 2020 se termine par le titre de champion de France de l'AS Monaco, mais voilà, c'est le virus qui en a décidé autrement. Enfin, en tout cas, un virus qui nous a permis d'évoquer cette généalogie du basket. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et puis, bien sûr, on peut rester en contact, et notamment par rapport à des questions auxquelles je n'aurais pas répondu parce qu'elles m'arrivent en direct. Bon, voilà. Donc merci de votre écoute. Si vous êtes toujours intéressé, je vous propose de nous retrouver mardi prochain à la même heure. Le thème qui sera abordé, bien j'en ai dit deux mots aujourd'hui, ce sont donc les Olympiades féminines à Monte-Carlo. Donc on reviendra sur cet entre-deux-guerres et sur la période 1921, 1922, 1923. Ces Olympiades féminines, elles sont considérées comme les premières manifestations du sport féminin à l'international. Donc on parlera d'Alice Millard, on parlera un petit peu de basket, parce qu'il n'y avait pas que de l'athlétisme dans ces Olympiades, il y avait aussi du basket.
Voilà, à mardi prochain. Encore merci de votre écoute et puis merci aussi à Philippe et à l'équipe du comité olympique et donc à très bientôt.